Je vais passer la parole à Monsieur Wilfried Frémont, commissaire divisionnaire de police et chef adjoint de la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris. Alors juste, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit au téléphone avec vous deux, c'est-à-dire que je voudrais surtout pas, s'il y a des gens qui sont en territoire gendarmerie, qu'on les oublie, c'est-à-dire que je pense que c'est important d'associer les gendarmes, d'une part à la formation continue et d'autre part à votre propos que je sais extrêmement intéressant par avance. Merci. Oui, pardon. Merci beaucoup. Merci aussi à Madame Laurent Vanier de nous avoir invités et d'avoir associé la brigade de protection des mineurs. On s'était vu il y a quelques mois parce que j'étais très curieux de ce qu'elle faisait et de ses travaux. Et il se trouve que la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris est une structure assez ancienne qui a 70 ans d'existence et qui s'occupe de la protection des mineurs, mais sous l'angle de la police judiciaire, donc à savoir un angle répressif. Ça ne vous aura pas échappé. Et en fait, la problématique des bébés secoués est un sujet que nous connaissons assez bien, mais je dirais aussi avec beaucoup de modestie, et je n'oublie pas donc les gendarmes, mais aussi les policiers de sécurité publique d'un peu partout en France, que fort de notre expérience et à la question de savoir comment innover que m'avait posé Madame Laurent Vanier, on s'est dit qu'on pourrait peut-être élaborer un document de formation. Fanny Bussac a parlé de la formation à l'égard des magistrats. Chez les policiers et gendarmes, il n'y a pas vraiment de formation. Le syndrome du bébé secoué, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les écoles de police. Et donc, il faut que les enquêteurs des brigades locales de protection de la famille, des gendarmeries qui s'occupent également de protection de la jeunesse et également les sûretés territoriales ou la police judiciaire de Paris s'intéressent à ces sujets. Ce sont des enquêtes assez compliquées, assez lourdes, et on ne sait pas toujours y faire face. C'est vrai que la BPM bénéficie d'une expérience tout à fait particulière, et c'est ce qui nous a amené, si vous voulez, à développer ce guide. Alors, je vous ai amené l'exemplaire papier, qui est un spécimen, parce qu'il est en cours d'élaboration, et d'ici un mois, je pense qu'on aura un document dématérialisé. Et notre souhait, c'est qu'il soit diffusé par le ministère de l'Intérieur à tous les policiers et gendarmes de France, avec un objectif qui est assez simple, c'est que si l'un d'entre eux se retrouve avec une enquête portant sur le syndrome du bébé secoué et qu'il n'en a jamais conduite, et j'ajoute que d'ailleurs pour les magistrats du parquet local, ce sera également une enquête d'envergure à laquelle on ne sait pas toujours faire face, ce guide, il donne quelques clés comme un tutoriel quelques pistes pour essayer de conduire au mieux cette enquête et de ne pas passer à côté, puisque c'est l'un des maîtres mots de la journée, je crois, c'est de ne pas passer à côté de ces choses. Donc voilà, on traite une douzaine de dossiers de bébés secoués par an. Cette année, on en est à 5, l'année dernière, on a fait 12, l'année d'avant, on a fait 13. C'est un chiffre assez considérable. Ça nous a donné une certaine technicité. On pense que le mieux est sans doute de mettre à la disposition de nos collègues cette technicité et ces méthodes d'enquête qui ont été revisitées depuis 3 ou 4 ans. Et si elles ont été revisitées, c'est notamment parce qu'on s'est rapproché du monde médical via les cellules maltraitantes dont on a parlé, mais aussi à l'occasion des affaires de bébés secoués, où nos liens via le parquet, on travaille sous l'égide du parquet de Paris et de Bobigny essentiellement pour nos affaires de bébés secoués, nos liens avec le monde médical nous ont amenés à nous professionnaliser et à revisiter nos méthodes d'enquête. Et inversement, on sait aussi que le monde médical a été preneur d'un certain nombre d'éléments d'enquête qui, tout d'un coup, étaient portés à notre connaissance. Donc je pense que c'est primordial de partager ce savoir-faire. Je ne disconviens pas du fait qu'il y a ici ou là d'autres services d'enquête qui sont, amenés à conduire ce type d'enquête. Mais voilà, c'est encore une fois notre objectif, les causes d'élaboration du guide, c'est cette technicité qui découle d'une pratique. À la manière d'un médecin, d'un chirurgien qui pratique régulièrement, des policiers ou des gendarmes qui pratiquent régulièrement ce type d'enquête sur le bébé secoué sont mieux à même d'y faire face. Et notamment, je vais vous en parler un peu plus en profondeur en ce qui concerne des axes majeurs de l'enquête. Voilà, donc je pense et j'espère pouvoir le diffuser très rapidement. J'aimerais beaucoup que la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice s'en empare également. Et puis on ne manquera pas, bien entendu, de le faire passer à nos interlocuteurs habituels comme Mme Ray-Salmon, avec qui nous travaillons très régulièrement, et les urgences médico-judiciaires de Paris.
Voilà. Dans le fond, on s'est attaché à un premier point très important et qui vous concerne, enfin qui concerne le monde médical, qui est le signalement. Puisque tout part de là, le signalement évidemment entraîne une enquête pénale. Chez nous, évidemment, c'est la même chose. J'ai là un exemple de signalement. Je vais vous en livrer quelques mots tout à l'heure. Mais ce qui est important, c'est de faire passer le message aux enquêteurs qu'à la réception du signalement qui a transité par le parquet et qui donc saisit le service d'une enquête, on est évidemment sur une enquête particulièrement sensible, avec un enfant qui est un bébé qui est dans un état jugé sévère ou qui est décédé. Cette année, on a 5 cas de bébés secoués à la BPM, sur 5, il y a 2 décès, ce qui est considérable. Et donc, on sait parfaitement qu'on met les pieds dans le monde de l'hôpital. C'est pas évident pour nous, c'est pas évident pour les médecins, c'est comme ça qu'on a appris à se découvrir aussi. Et notre but, ce n'est pas de faire le travail des médecins, au contraire. On sait également qu'on va mettre le pied dans l'intimité des familles. On sait qu'il y a des fratries, ou pas, mais lorsqu'il y a des fratries, les choses vont devenir un peu plus compliquées et intéressantes également. Donc ce signalement, et qui répond à des canevas, et notamment aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, il est extrêmement important pour nous, parce que c'est presque un premier acte d'enquête. Alors j'en veux pour preuve celui que j'ai sous les yeux d'une petite fille qui a été secouée. Comme le disait Fanny Bussac, les termes de hématome suduraux et hémorragie rétinienne désormais à la BPM allument la lumière, syndrome du bébé secoué. Et on a un signalement qui, de mon point de vue, qui est de l'hôpital Necker, la petite est décédée, qui, de mon point de vue, est particulièrement bien rédigé, puisqu'on a d'abord une histoire de la famille très précise. Tout ceci a été fait par notamment les services sociaux de l'hôpital Necker. On a un récit des faits amenant à l'hospitalisation de la petite par les parents, et donc c'est un récit qui est comme ça recueilli presque ex abrupto, et qui est très intéressant, et qui va être très intéressant pour la suite de l'enquête. Ensuite, on a une historique de la famille, sur des assistantes sociales qui vont venir voir l'hôpital Necker pour signaler que la mère est connue pour avoir déjà eu 2 grossesses qui ne sont pas allées à leur terme, et que les 2 premiers enfants sont placés, notamment un de 10 ans, donc on a un contexte social particulier. Et quand j'entends parler effectivement des réticences à propos du signalement, je voudrais dire que dans ce signalement, la conclusion, et c'est assez éloquent, la conclusion de l'hôpital Necker est de dire « L'absence d'autres éléments nous amène à demander une enquête de la brigade des mineurs afin d'essayer d'en comprendre les causes. » C'est-à-dire que clairement, on a l'hôpital Necker qui s'engage et qui demande au parquet de Paris de saisir la brigade des mineurs. C'est quand même assez rare. Et tout ceci, je ne le voyais pas forcément il y a 4 ans, et tout ceci est le fruit d'une évolution et de nos contacts avec le monde médical, et notamment les hôpitaux pédiatriques de Paris. Voilà. Dans ce guide, l'autre aspect va concerner la poursuite de l'enquête. Il est bien évident que dès lors qu'il y a une autopsie, que l'enfant décède, il va y avoir une autopsie. Les enquêteurs vont se déplacer à l'hôpital et ils vont procéder généralement à des clichés photographiques du nourrisson. Encore une fois, c'est une intrusion de la police dans le monde médical, mais c'est extrêmement nécessaire que vous connaissiez nos méthodes. On va évidemment s'attacher à un certain nombre de choses, et notamment, je le disais, on a professionnalisé nos méthodes de constatation. Nos constatations dans les domiciles des nourrices et des parents ont complètement changé depuis qu'on a échangé avec le monde médical sur notamment ce qui fait suite au récit des parents et des chutes de faible hauteur des enfants qui seraient totalement incompatibles avec les lésions qui ont été constatées médicalement. Donc voilà, toutes ces méthodes ont évolué, et ceci est développé également dans ce guide. Comme vous le savez beaucoup mieux que moi, les parents et la nourrice sont les 3 protagonistes les plus importants du syndrome du bébé secoué. Donc dès lors qu'il y a une nourrice et les parents et la nourrice, les 2 domiciles font l'objet de constatations, surtout s'il y a un doute sur la datation du secouement, entre guillemets. Et puis évidemment, il y a l'expertise, la phase de l'expertise qui incombe aux médecins, mais pendant laquelle il n'est pas interdit d'avoir des échanges entre enquêteurs et médecins. Et enfin, on arrive au stade ultime de l'enquête, et je sais que parfois ça heurte le monde médical, mais c'est la phase des gardes à vue, où, dans le signalement que je vous ai cité, on n'a pas de nourrice, on a 2 parents, on a un doute très très fort sur le père qui reconnaît avoir secoué l'enfant pour le réanimer. Bon, donc ça c'est un récit assez habituel. On va s'acheminer très certainement vers des gardes à vue pour les 2.
Je sais bien que ça peut paraître difficile, compliqué de placer des parents en garde à vue, qui plus est lorsqu'ils ont perdu leur enfant, mais ça me paraît un acte de coercition tout à fait légitime et indispensable. Je rappelle quand même que sur les 12 dossiers qu'on a sortis l'année dernière, 9 ont été résolus par des aveux. Et ce qui m'amène d'ailleurs à dire que quand on parlait de la violence du secouement qui est difficilement admise par la société et puis par les parents, lorsque le parent qui a secoué, il se s'est parfaitement mis en cause et il n'y a pas de difficulté, simplement il le cache, mais lorsqu'il reconnaît les faits, systématiquement il minimise son geste. Et le geste qu'il reconnaît n'a aucune commune mesure avec la réalité du secouement. Donc, je sais bien qu'on n'a pas affaire à des criminels, mais on a affaire à des gens qui connaissent leurs responsabilités. C'est extrêmement important de le dire de mon point de vue. Voilà. Donc, notre propos est de dédramatiser ce moment de la garde à vue, mais il me paraît indispensable. Et y compris, je sais bien, lorsqu'il s'agit de mettre en garde à vue 3 protagonistes dans ces affaires. Voilà. Le propos du guide tient sur l'objectivité et l'importance du signalement et la réception de ce signalement par les enquêteurs, puis par la conduite de l'enquête sur les protagonistes essentiels, les constatations. Nous avons également évidemment changé nos méthodes d'interrogatoire, puisque on procède généralement à une audition des parents dans un premier temps, ou de la nourrice, ou des 3, et à l'issue de l'expertise, on va passer à cette séquence de garde à vue. C'est justement notre meilleure professionnalisation de la lecture des expertises qui nous a conduit à modifier ces interrogatoires et à pouvoir justement opposer au protagoniste le plus soupçonné l'incohérence de son récit initial, voire l'incohérence de son récit pendant la garde à vue. Voilà. Merci.